Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre, pour ce webinaire. Alors on a la chance d'avoir tout de même, une belle audience, hein, pour, ce mois de juillet. Peut-être certains d'entre vous, sont en vacances. En tout cas, nous avons la chance ce soir d'être accompagnés de Benjamin Mauger et on va parler un petit peu de stock picking, hein, puisqu'on va parler de ces actions pépites qui peuvent exploser grâce au bitcoin et on va, justement, eh bien, les identifier. C'est un petit peu une liste de valeurs à surveiller, en quelque sorte. Alors, avant que nous démarrions et que Benjamin se présente, est-ce que vous pouvez me confirmer dans la fenêtre questions, donc la fenêtre questions, c'est le carré avec le point d'interrogation au milieu. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans cette fenêtre que le son fonctionne correctement et que la présentation est visible? C'est bon, j'ai les confirmations, vidéo et son OK. Eh bien, écoutez, impeccable. Alors, je te laisse te présenter en 1 minute, Benjamin. Bonsoir à tous. Alors, je vais faire très très vite ce soir parce qu'on a beaucoup de travail, beaucoup de choses à voir. Et donc voilà, donc moi je suis dans les cryptos depuis à peu près 10 ans, de manière professionnelle depuis 5 ans. Ce soir, c'est notre 10e webinaire. Donc si vous voulez en savoir plus, vous avez plein de replays sur YouTube pour en savoir plus sur moi ou sur le contenu qu'on a fait ensemble avec IG. Et ce soir, on va parler justement de ces fameuses actions pépites qui peuvent exploser avec Bitcoin. C'est la grande narrative au moment, les Bitcoin Treasury Company. Et on va essayer de voir un petit peu celles qui ont déjà pumpé, celles qui ont malheureusement, je vous en avais trouvé une, mais qui a explosé entre temps. Ça allait tellement vite. Je ne pensais pas que cette méta allait autant exploser aussi vite. Mais c'est vraiment la folie, la folie. Et il y en a encore quelques-unes qui n'ont pas encore totalement décidé si elles allaient le faire. Et je pense que ça peut être intéressant de les mettre en portefeuille. Mais bien sûr, ça reste mon avis extrêmement personnel. Et c'est pas du tout un conseil en investissement. Je pense que du coup, on va en profiter pour passer Eh ben sur parfait, les on va passer à avertissements. l'avertissement justement où je rappelle ça. Donc c'est une excellente transition. Alors, je vous laisse lire l'avertissement. Vous allez voir que Benjamin va vous citer des exemples. C'est absolument pas des conseils ou des recommandations, c'est simplement son opinion sur les valeurs à suivre, sur les tendances qu'il peut identifier sur une valeur. Voilà, donc prenez-le pour ce que c'est-à-dire l'avis d'un expert qui investit sur ces marchés. Une petite slide ensuite sur IG. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre, hein, le mois dernier, on a eu déjà, un peu plus de 200, nouveaux clients, juste pour la France. Donc voilà, vous êtes très nombreux à nous rejoindre. Sachez que vous faites le bon choix d'un broker régulé. Trop souvent, on a des clients qui arrivent, chez nous après une première mauvaise expérience avec un broker qui n'est pas régulé, avec lesquels ils n'ont pas pu récupérer leurs fonds ou avec un service client, qui n'est pas disponible au téléphone. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses que vous pouvez éviter avec IG. On a vraiment à cœur de proposer la meilleure expérience aux clients et on se bat tous les jours pour vous donner cette haute qualité de service. Donc voilà, continuez à nous accompagner et bienvenue chez nous. Et Eh vraiment, bien, je ça te laisse. c'est très importante parce que je fais une petite tournée dans le sud, c'est pour ça que j'ai pas mon petit setup habituel. Et donc, je vous rencontre et je vois que parfois, vous passez par des courtiers qui ne sont pas régulés. Et quand je regarde en plus dans les faits, vous n'avez aucun avantage. Parce qu'à la limite, comme on pourrait dire, ah, mais j'achète Made in China, c'est moins cher. Vous payez plus cher à chaque fois que les brokers pas régulés. Il y a du spread, il y a des commissions, c'est jamais clair. Et en plus, vous n'avez aucune sécurité sur vos fonds. Quand vous demandez à retirer, ça parle des langues anciennes oubliées. Vraiment, je ne vois pas d'avantage à passer par des brokers un petit peu bizarres. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu là en faisant une petite tournée dans le sud, que des problèmes. Et même pas d'avantage sur le coup. À la limite, si c'était moins cher, on pourrait comprendre l'envie d'aller là-dessus. Ben là, non, il y a rien du tout. Du coup, on va continuer sur les cryptos avec, comme d'habitude, notre petite revue de presse, parce que je ne sais pas si c'est un marché que vous suivez. Et il s'est passé pas mal de choses, ça va être assez intéressant. On va voir aussi les 25 indicateurs dans un panier en fait de 30 indicateurs qui permettent de savoir si on est à la fin de cette bulle sur BTC, est-ce qu'on est en bulle, est-ce qu'on n'en est pas. Ensuite, on verra les actions pépites et on retravaillera un petit peu les scénarios qu'on avait travaillés ensemble cette année. Je vous rappelle, Bitcoin, Ethereum et Solana, même si vous savez qu'Ethereum, moi j'étais moins fan, mais je vous ai fait un scénario et Bitcoin et Solana, je les ai joués tout comme vous, donc on aura les mêmes performances. Du coup, Genius Act, si vous vous souvenez, je vous en avais parlé lors du dernier webinaire, il a enfin été signé et si vous reconnaissez avec les précédents webinaires,
Là, vous avez du coup, le secrétaire aux crypto-monnaies pour la Maison Blanche. Là, on peut reconnaître le PDG de Circle. Toute la place crypto était là. Et ce que je trouve dommage, c'est que MiCA, du coup, qui est la régulation européenne, il n'y avait personne et tout le monde a râlé. Et là, il y a vraiment une grosse différence entre le marché US et le marché européen, sachant que le marché US était très mauvais il y a quelques années. Si vous vous souvenez, Ripple, Tether, Circle et Coinbase étaient sous des enquêtes de la SEC et ça se passait pas bien du tout. Depuis qu'on est passé à l'ère Trump, ça a complètement changé et je trouve ça dommage parce qu'on avait une petite longueur d'avance en Europe qu'on a encore réussi à rater à l'image de nos PMI actuels. Le mystère des 80 000 BTC. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu sur les réseaux, mais il y a eu d'anciens wallets qui n'avaient pas bougé depuis 10-14 ans et qui ont émis des transactions. Il s'est passé plein de choses autour de ça et je trouvais ça important de faire un petit point sur ce qui s'est passé. Du coup, on le voit ici, donc 8 wallets de 2011, ça fait vraiment très longtemps, on pensait même, dans la plupart des analystes, on les mettait comme des wallets perdus, et donc on enlevait cette supply de Bitcoin de nos calculs, ce qui du coup changeait un petit peu le potentiel de Bitcoin, parce que plus il y a de Bitcoin perdu, plus il est rare, plus il a un potentiel à la hausse. Là, du coup, ça change complètement nos calculs, ça a eu un petit effet de baisse sur le marché avant que ça reparte complètement à la hausse. Du coup, ces wallets ont bougé parce que il s'est passé plein de choses et on ne sait pas si c'est de l'info ou de l'intox. Je vais vous donner les informations et après c'est libre à vous de croire à cette littérature ou pas. On ne sait pas si on aura un jour la réponse. Mais on a eu un wallet Bitcoin random qui a dit alors j'ai pris possession de ces 8 wallets et même d'autres. Vous avez 90 jours, ce qui est la loi aux États-Unis, pour montrer que ces wallets sont encore actifs. Sinon, je considère que je les ai récupérés et ces bitcoins sont légalement à moi. Et ça fait quand même 8 milliards d'euros. Donc, c'est énorme en termes de valeur. Et du coup, ça, on ne sait pas du tout si ça a été lancé un petit peu au bluff et si la personne a réussi, entre guillemets, à hacker ses wallets. Alors, il n'y aurait pas vraiment de hack, mais il se trouve que ces wallets ont été générés par un générateur de wallets. Et il faut savoir que la fonction aléatoire sur un ordinateur, elle n'est pas vraiment aléatoire. C'est extrêmement compliqué. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas capable de proposer un aléatoire parfait. C'est pas possible. Mathématiquement, dans l'informatique, c'est trop compliqué. Et du coup, on a remarqué que dans certains anciens générateurs de wallets, ça ne nous concerne plus du tout, hein, mais ça date vraiment de cette période de 2011, il y avait des mots qui étaient plus souvent utilisés pour la recovery phrase. Donc, vous savez, quand vous créez un wallet sur Bitcoin, vous avez votre adresse publique qui permet d'envoyer, de recevoir des cryptos, c'est un petit peu comme un RIB. Vous avez votre adresse privée qui permet de valider les transactions quand vous les envoyez. Donc ça, c'est que vous qui l'avez, parce que si vous l'avez perdu, autant vous dire que le wallet il est perdu parce qu'on peut retrouver le wallet avec cette clé privée. Et sinon, il y a la seed phrase, donc c'est une liste de plusieurs mots, il y a plusieurs types de seed phrase, il y a des 12, des 24 mots par exemple. Et ces mots sont générés aléatoirement parmi une liste, si je dis pas de bêtises, de 256 mots. Le problème, c'est que les premiers générateurs n'étaient pas assez bons et donc il y a une rumeur comme quoi ce générateur proposait plus souvent les mêmes mots et du coup, ça aurait permis, pas forcément, c'est pas un hack en fait, mais de générer aléatoirement des clés avec ces mots qui sont plus souvent présents et donc vous avez plus de chances de tomber sur des wallets qui ont de l'argent. Ça, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est quelqu'un qui aurait fait uniquement du bluff et qui aurait dit j'ai pris possession de ces wallets alors que c'est pas du tout vrai pour manipuler le marché. Et voilà. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore. Donc, on a vu que de ces wallets, il y a certains bitcoins qui ont bougé, d'autres wallets qui n'ont pas bougé. Mais soit c'est l'auteur de ce message-là qui a bougé ses bitcoins pour prouver qu'il avait bien accès au wallet, soit c'est les vrais possesseurs de ce wallet
qui ont bougé les bitcoins parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une faille de sécurité sur ces wallets et qu'autant les bouger sur des wallets plus sécurisés. Voilà ce qui s'est passé. Ensuite, on a une deuxième série de tweets avec la fameuse série de nombres de Lost, la série. Et ça a entamé tout un tas de littérature autour de cette quête de wallet. On n'a pas plus d'infos aujourd'hui, mais voilà un peu pour vous sortir. Et ça, s'il disait que les wallets n'étaient pas abandonnés, c'était avec la même chose que ce premier message. Donc, on ne sait pas du tout qui c'est qui l'a fait, on ne connaît pas les intentions, et on ne sait pas si l'auteur des messages sont les mêmes personnes, et s'ils sont en lien avec ces wallets, mais ça a fait beaucoup bouger le marché, parce que si on a 80 000 BTC qui arrivent sur le marché comme ça, autant vous dire que Bitcoin n'est pas mort, mais ça pourrait retomber à des 40 ou 50 000. S'ils sont vendus one shot, s'ils sont vendus sur OTC, ça ne bougera pas du tout, et s'ils sont vendus petit à petit, on pourrait retomber sur un 80 000. Il ne faut pas oublier que Bitcoin, qui est encore une fois la crypto-monnaie la plus grosse, qui représente 60% de la market cap de toutes les crypto-monnaies, et jusqu'à il y a 65% il y a quelques jours, n'est pas très liquide, hein, contrairement aux autres produits. Donc ça, c'est important de le noter. Donc voilà, ça c'est un petit peu rigolo, et en même temps, il faut faire attention. Et donc, on aura la réponse le 30 septembre, on verra si on a de nouvelles transactions, si on a de nouvelles choses autour de ça. En tout cas, il y a beaucoup de littérature. Vous pouvez vous amuser à le regarder, c'est sympa. Mais bon, tout ce qui est sûr, c'est qu'il y a à ce jour que des spéculations, aucune réponse. Et ce qui est sûr aussi, c'est que les 80 000 BTC ont bien été bougés. Donc, il y a quelqu'un qui y a accès. Donc, ça crée un risque sur le marché. Ensuite, la Fed, à chaque fois je vous fais un petit point, ça ne bouge toujours pas. Le taux de chômage 4,1, c'est excellent, hein. Même si la semaine dernière, on a eu une petite hausse de demandeurs d'allocation. Les salaires US, ça baisse un petit peu, donc attention aux salaires US. Mais comme de toute façon, on a l'inflation qui a baissé un petit peu sur le corps, ça reste OK. La relation, en fait, c'est un peu ce triptyque qui pourrait faire que la Fed baisse ses taux. Si on a le chômage qui commence à repartir un petit peu, les salaires qui continuent de baisser et l'inflation qui repart, là, on aura tous les ingrédients pour une baisse de taux en septembre. Tant qu'on n'a pas ça, CF, les vidéos d'Alexandre, qui sont très bien, qui vous expliquent ça pendant une heure ou bien mieux que moi, je ne pense pas qu'on aura une baisse de taux, sachant qu'une baisse de taux serait quand même assez profitable pour le marché des cryptos. Ensuite, j'avais envie de vous partager cette petite infographie qui est assez rigolote et qui témoigne un petit peu de la vie de notre société. Ça vous met les sociétés les plus rentables par employé. Alors, c'est Web 2 contre le Web 3, c'était ça un petit peu que je voulais vous montrer l'infographie. Moi, je voulais vous montrer toutes les sociétés cotées ou non, et j'ai rajouté les 3 pétrolières qui du coup sont dans l'ordre, qui se trouvent ici. Et dans les sociétés les plus rentables, on a Tether, j'en ai parlé 1000 fois, c'est eux qui ont édité le stablecoin USDT, qui est le stablecoin le plus utilisé au monde. Ici, vous avez Hyperliquid. Hyperliquid, c'est un DEX, donc c'est une plateforme qui permet d'échanger de manière décentralisée, donc sans contrôle. Il n'y a personne qui manage en fait directement la plateforme, c'est un algorithme tout seul, et on peut décider ou bien d'être le courtier, ou bien d'être le client sous courtier. On peut jouer dans les deux cas. Et ça, c'est leur profit annualisé, puisque Hyperliquid n'a pas encore un an. Alors, depuis cette infographie, Hyperliquid, à mon avis, a quasiment doublé ses revenus tellement ça a explosé avec le bull run qu'on a eu actuellement. Mais on voit, voilà, les 2 entreprises les plus rentables en termes d'employés au monde pour l'instant, c'est des entreprises crypto. Et ensuite, on a Pump.Fun, qui est une plateforme de lancement de shitcoin, voilà, qui, pareil, ne fait que exploser, qui a lancé son token, qui a fait une levée de fonds publique record de 1 milliard qui était prévu sur 3 jours, qui a été fini en quelques heures, c'était complètement dingue. Ensuite, vous connaissez donc OnlyFans, ça on en a déjà parlé avec Hyperliquid, Nvidia, Cursor, on a les 3 pétrolières, Apple, Meta, Alphabet, c'est Google, Circle, la fameuse société qui édite l'USDC, qui est du coup le concurrent du USDT que vous avez ici, OpenAI avec ChatGPT, Microsoft, Tesla et Amazon. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir qu'en termes de revenus,
ces sociétés arrivent à en tirer énormément. Et donc, il y a du potentiel encore sur le marché crypto, parce que c'est un marché qui est tout petit, et on voit que ça fait partie des sociétés les plus rentables. Donc, si le marché continue d'exploser, sachant que le hype, c'est un token qui existe. Hein. On peut trader ce token. Pub.fun, c'est aussi un token qui existe, qui est sorti la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines. Et USDT, alors, ça peut pas se trader puisque c'est un stablecoin. En revanche, ils sont tellement exposés au Bitcoin que si on prend USDT, on peut s'exposer aussi au Bitcoin. Et d'ailleurs, dans tout ça, elles sont aussi exposées énormément au crypto. Nvidia qui a explosé grâce au crypto, mais aussi grâce à l'IA. Meta qui hésite à mettre de la crypto. Google, ils hésitent aussi. Microsoft, ils ont dit non, mais peut-être qu'ils pourraient y revenir. Tesla, ils sont blindés de Bitcoin. Et eux aussi sont blindés de Bitcoin. Donc, voilà pour un peu cette overview des sociétés les plus rentables, bien sûr, en termes de par employé. Hein. Sinon, il y a bien sûr que celles-là sont bien plus grosses que nos petites sociétés crypto en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. J'en Et profite avant, que tu passes à une autre slide, Benjamin, juste pour rappeler aux participants que vous pouvez poser des questions dans la fenêtre questions. Hein. N'hésitez pas à poser des questions à Benjamin. C'est des sessions en live justement pour que vous puissiez participer. Et puis, il y a également des sondages qui vont vous être proposés tout au long pour vous inciter à participer. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et avant de passer à nos 30 indicateurs, je voulais vous en partager un du coup qui ne fait pas partie de cette liste de 30 indicateurs, parce que c'est un indicateur qui coûte très cher celui-là à obtenir. Il faut avoir le niveau de CoinGlass niveau 3, c'est 100 000 $ par an, donc très très cher, mais vous pouvez taper le titre de ce graphe sur Twitter ou sur Google et vous l'aurez à peu près à jour sous un mois, parce qu'il y en a beaucoup qui le partagent qui sont abonnés à ce service. Ça, c'était pour vous montrer la disponibilité des bitcoins qui sont sur les marchés OTC. Et on voit qu'à chaque fois que ça descend, le marché explose. Et inversement, quand on commence à accumuler trop de bitcoins sur le marché OTC, là, ça a plus tendance à baisser. Alors, c'est plus sur cette phase de 2021, puisqu'ici, on est sur un marché complètement différent. Okay, donc, vous voyez que là, ça continue d'accumuler et pourtant, le marché continue de monter. C'est vraiment, on a une corrélation, je trouve, assez forte à partir de 2021 où là, on entre dans un marché un petit peu plus institutionnel et moins un marché particulier des jeunes. Ensuite, on va passer du coup aux 25-30 indicateurs que je vais vous présenter. Et si du coup, Maëva, tu peux partager la première question sur où on en est dans le bull run, et moi, ça me permet de changer d'écran. Parfait, je lance le sondage. Donc la question s'affiche à votre écran. À votre avis, à quel stade du bull run sommes-nous? 25% on vient juste de décoller, 50% on est en plein dedans, 75% on approche de la fin ou alors 100% il est temps de sortir. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis. Pour le moment, on a à peu près 30% de votants. Voilà, ça progresse. Allez-y, hein, c'est anonyme, donc il n'y a pas de fausses réponses. C'est vraiment juste un sondage pour savoir ce que vous en pensez. Et en plus, en vrai, personne n'en sait rien. Là, on regarde juste des indicateurs, donc tout le monde peut avoir raison, tout le monde peut avoir tort aussi. Exactement, c'est juste un pronostic. Eh bien, écoute, Et moi, 71% de 80% maintenant de votants, avec à ex aequo, on est en plein dedans ou on approche de la fin. Donc entre 50 et 75% pour la majorité. eh ben, je suis d'accord et pas d'accord avec vous. Parce que je pense qu'on est sur un top local, qu'il y a très peu de potentiel. Et si vous vous souvenez, quand Trump avait sorti son token, on n'était pas loin du top avant qu'on ait eu la nouvelle phase de baisse. Et je pense que Pump.fun, qui du coup est pas plus intelligent que le token de Trump, marque un petit peu ce top de marché. Il y a encore un tout petit peu de potentiel, mais pas grand-chose. En tout cas, pour un top local, je pense qu'on peut aller plus haut sur le bull run au complet, et on va le voir tout de suite avec les différents indicateurs que je vais vous présenter. Mais d'un point de vue local, je pense que vous n'avez pas trop tort, et ça peut être une zone de prise de profit. De toute façon, on verra. Normalement, si vous avez appliqué la méthode qu'on a construite ensemble, vous avez déjà pris des profits sur Ether et sur Solana.
et même sur Bitcoin d'ailleurs. Nos scénarios ont plutôt bien fonctionné. Alors après, si nos scénarios sont dépassés, on pourra dire qu'on a été trop prudent, mais on a fait quelque chose vraiment de pas mal. Je suis assez content. Est-ce que là, on peut revenir sur mon écran? Je sais pas si j'ai la main pour faire ça. Oui, j'affiche les Alors, résultats et ça y est, c'est bon. ah oui, voilà ce que ça. Du coup, vous avez ici, donc sur le fameux Coinglass dont je vous parlais, vous pouvez le retrouver très facilement. Hein, l'URL n'est pas très compliqué. euh, les 30 indicateurs du bull market, et ces indicateurs ont fonctionné dans toutes les autres phases de marché. Donc là, on voit qu'on est encore assez loin, puisque sur les 30 indicateurs, il n'y en a pas un qui a été touché. Ça ne veut pas dire que le marché ne va pas baisser de 10, 20, 30%. En revanche, si ça suit exactement ce qui s'est passé dans les bull runs précédents, on ne perdra pas des moins 50 ou des moins 75%. Donc, encore du potentiel, mais on peut ajuster, arbitrer ses positions, ça je suis totalement d'accord. Alors, dans ces indicateurs, malheureusement, il y a des indicateurs qui sont propriétaires, donc on n'a pas vraiment le détail, et ceux-là, on va les skipper, mais le principal, c'est de vous expliquer un petit peu ceux dont on a une méthodologie claire qui nous permet de les distinguer. Donc, à chaque fois, vous avez l'indicateur, le numéro, on s'en fout, hein, c'est pas parce qu'il est premier qu'il est plus important que les autres. Vous avez l'indicateur, sa valeur actuelle, sa référence pour savoir quand est-ce qu'on est dans l'overbull run, donc c'est le moment de vendre. Est-ce qu'il a été touché ou non? Là, on voit, non, 1.2 contre 4, ça n'a pas été encore touché. La distance pour toucher est du coup en pourcentage, sachant que cette référence est une référence arbitraire. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ça et on peut ajuster un petit peu par rapport à ça. Il faut noter du coup que dans tous les précédents bull runs, on avait atteint les pics de marché et ça avait même encore un peu progressé quand ils avaient tous été atteints. Tous. Il n'y en avait pas un qui était atteint. Alors après, libre à nous de dire, dès qu'il y en a 25 qui sont atteints, je coupe. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, sur le précédent, voici comment ça s'est passé. On commence du coup avec le Bitcoin AHR99 Index, qui du coup va comparer un ratio entre le prix du Bitcoin et sa moyenne mobile 200 jours multiplié par 0,7. L'idée ici, c'est un petit peu comme un RSI, c'est de voir est-ce qu'on est en surachat ou pas. Et est-ce que et c'est un indicateur qui est plutôt long terme, parce que comme c'est sur une moyenne mobile de 200 jours, c'est un indicateur qui a peu de pertinence pour savoir s'il faut vendre maintenant à 120 000. Aujourd'hui, il est trop tôt, on voit qu'il est à 30%, c'est plutôt un indicateur long terme, donc est-ce qu'on va vendre par exemple cette année? Donc on voit que pour l'instant, il en est très très loin. Ensuite, on a le P-Cycle Top Indicator, donc ça c'est un croisement de moyenne mobile entre la EMA, donc la moyenne mobile exponentielle, qui elle va favoriser, elle va avoir un poids plus important sur les derniers jours, donc les jours les plus récents, contre la moyenne mobile simple, 350 jours, et on multiplie le tout par 2. Donc là, on voit que on commence à se rapprocher, mais on n'y est pas encore totalement. Je me dis que cette référence, pour l'instant, elle est très très haute. Donc c'est pour ça que je reste toujours d'avis qu'on est sur un top local, mais qu'on a encore du potentiel. Je pense qu'on peut taper peut-être les 250. Quand je vois les Bitcoin Treasury Group, vraiment il y a trop de potentiel. Tout le monde achète du Bitcoin, c'est complètement fou. Et les quantités restent encore raisonnables, comme vous allez le voir dans la troisième partie. Ensuite, le Trade Multiple, donc ça va calculer les revenus moyens des mineurs. Et du coup, dans ce ratio, ça va regarder si les mineurs sont en train de vendre, donc je parle des mineurs de crypto-monnaie de Bitcoin, sont en train de vendre massivement ou non. Alors, en recherchant un petit peu sur Twitter et compagnie, la référence exacte serait plus proche de 3 à 4. Ça, c'est une référence qui serait très conservatrice. Et c'est pour ça que sur cet indicateur, vous serez déjà bien avancé, contrairement au premier qu'on a vu qui a 30%. Celui-là est à 63%, mais d'après les autres analystes, on est plutôt conservateur.
N'hésite pas à me couper Maëva s'il y a des questions, comme je sais que c'est assez technique, tous ces points-là. Ensuite, le Bitcoin Rainbow Chart, ça vous le connaissez, c'est donc un arc-en-ciel qui reprend toutes les phases de Bitcoin. On pourrait comparer un petit peu à un délire de vague d'Elliott dans l'idée. Et là, on est du coup dans la troisième partie de l'arc-en-ciel, donc on est assez loin de la cinquième partie, voire dépasser la cinquième partie de l'arc-en-ciel. Donc, on a encore du temps. On est à 60% si on part de zéro, bien sûr. Alors, j'ai une question justement, Benjamin. Oui. Que penser du Ripple? Alors c'est pas trop notre sujet actuel, mais Ripple, c'est du coup une crypto-monnaie qui va surfer sur le système bancaire. C'est une crypto-monnaie d'initiés qui est très peu tradée par les particuliers, qui est beaucoup tradée par une sorte de consortium de vieux de la ville de la crypto. Pour moi, je la trouve très difficile à analyser, mais ce n'est pas ridicule de l'avoir dans un bag, je dirais, un bag d'initié de la crypto, où on pourrait mettre trois choses. Ce serait du Ripple, du Stellar, parce que les deux sont liés d'un point de vue network. Un petit peu, vous savez, quand je vous expliquais que Dogecoin était lié à Litecoin, Dogecoin ne peut pas marcher si Litecoin ne marche pas. Bah, c'est un petit peu pareil entre Stellar et Ripple. Et en trois, on pourrait rajouter le Tron, qui est pareil, est une crypto qui est utilisée pour les transactions à très bas prix, entre les exchanges notamment, là où Solana est à très bas prix et très rapide, plus pour du trading sur du DEX. Tron est fait pour les exchanges. Et c'est un petit peu ces cryptos un petit peu dinosaures où on ne comprend pas leur valorisation. Elles n'ont pas d'un point de vue logique, il n'y a pas de raison. En revanche, on voit qu'il y a des flux institutionnels, mais c'est pas des nouveaux flux. C'est toujours les mêmes personnes qui sont sur ces cryptos. Donc, ça peut être smart d'investir dessus, juste comme c'est pas des cryptos que je comprends bien d'un point de vue marché et aussi d'un point de vue technique, je n'y touche pas, mais je les mettrai pas dans des cryptos red flag comme Cardano. Par exemple, Cardano, alors ça peut monter, ça peut descendre, hein, mais Cardano, Tezos, Avax, tout ça pour moi c'est des cryptos poubelles qui peuvent avoir Polkadot aussi, hein, que vous pouvez retrouver chez IG, qui peuvent avoir des fulgurances, mais qui ont statistiquement beaucoup plus de chances de se faire exploser et de tomber à zéro. Là où sur Ripple, Tron et Stellar, potentiel. Potentiel que je comprends pas, mais potentiel. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question avec ça. Je suis navré, hein, c'est des marchés qui sont extrêmement techniques et qui, d'un point de vue flux, je pense que c'est un petit peu comme les premiers marchés que j'avais tradés, qui est le marché du fret, qui se passe sur WhatsApp. En fait, c'est sur des petits groupes d'initiés. Donc c'est très opaque. Pas, il faut imaginer un truc de secte obscur, hein, juste, c'est pas public et c'est pas grave, hein, ça ne demande pas être public, mais c'est un microcosme entre ces gens-là, toujours les mêmes, un petit peu comme le microcosme des NFT en ce moment. Si le marché des NFT monte, il n'y a pas beaucoup de nouveaux flux entrants sur les NFT, bien que les market caps soient plus basses. Ensuite, bah, ça c'est très facile, Days of ETF Net Outflow, bah, c'est le nombre de jours consécutifs où on aurait des retraits sur les ETF Bitcoin. Pour l'instant, ça fait 2 jours qu'on a des retraits, bah, ça se voit un petit peu, hein, si vous regardez la courbe, ça descend un petit peu, et on part du principe que si on passe les 10, alors là, on aurait une vague institutionnelle forte qui voudrait vendre. Ensuite, ETF to BTC ratio, en gros, c'est la part de holding de BTC dans les ETF. Donc là, on voit que les ETF, elles ont à peu près 5% de tous les BTC. Et on part du principe que si ça commence à short massivement ou à se débarrasser de ces ETF, c'est qu'on sera arrivé sur un niveau de top. Donc si on passe les 3,5%, mais pour l'instant, on voit qu'on est toujours bon. Donc là, on est plutôt un ratio qu'il faudrait descendre, là où sur les autres, à chaque fois, c'est un ratio qu'on veut qui monte. Ensuite, bah, c'est très simple, hein. Ça, c'est la moyenne mobile x2. Donc là, ça va beaucoup plus loin.
On n'y est pas du tout, du tout. Et c'est des ratios du coup de moyenne mobile 2 ans qu'on multiplie par 2, une autre qu'on multiplie par 5 et on fait un ratio. Alors il n'y a pas beaucoup de détails sur cet indicateur, hein. Mais en fait sur Codeglass, c'est qu'on ne peut pas les cliquer pour savoir ce qu'il y a dedans. On est obligé d'aller chercher dans la documentation et cette documentation n'est pas toujours à jour puisqu'on voit qu'il y a des indicateurs qui sont tout neufs, hein, comme cela, et parfois elles n'existent pas du tout. Donc ça, c'est un indicateur un petit peu qu'on va sauter. Ensuite, cet indicateur dont je ne prononcerai pas le nom parce que ça va être ridicule, il va comparer la market cap par rapport à la market cap réalisable et ça va être calculé avec des écarts-types. Donc là, on voit qu'on est à la moitié à peu près de cet indicateur et donc le marché pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Et ça correspond avec les indicateurs qu'on a eu plus loin. Le Bitcoin Bumble Index, ça, je peux rien vous en dire. On n'a pas du tout de détails précis, mais ça mesure plusieurs données métriques on-chain, comme on pourrait regarder le nombre de wallets dormants qui bougent. On pourrait regarder le nombre de whales BTC qui continuent à accumuler du BTC ou si elles vendent, ce genre de choses. Mais encore une fois, pas beaucoup de détails, donc c'est pour ça que je vous en ai mis 25 dans le titre, parce qu'il y en a à peu près 5 où c'est un petit peu compliqué sur ce qui se passe. Ensuite, USDT Flexible Saving, c'est un petit peu dans la même idée hein, ici que le ETF Bitcoin Ratio et le Net Outflows, c'est la part d'USDT dans le marché, et donc on part du principe que si à un moment l'USDT devient trop important dans cette part de marché, c'est que tout le monde aura vendu et qu'on sera arrivé à un top et du coup qu'il n'y aura plus du tout de potentiel. Mais là, on voit qu'on en est loin. RSI 22 jours, ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer normalement. Vous connaissez ces indicateurs par cœur. Altcoin Season Index, ça va regarder les 50 plus gros altcoins et ça va comparer leur performance par rapport à celle de Bitcoin. Ok. Et on part du principe que quand la plupart vont surperformer Bitcoin de 75%, alors là, on aura un marché qui sera arrivé au top. On voit que déjà ça a bien progressé, donc même si là c'est en baisse, parce que Bitcoin remonte, ça a quand même, on est quand même assez loin. Et c'est vrai que les altcoins n'ont pas encore donné tout leur potentiel s'il y a encore une saison altcoin, parce que à part Solana et Ethereum, ça a été très décevant sur les altcoins sur cette saison. On a eu des x2, des x3, mais elles sont tellement encore à moins 90%, même en ayant fait x2, x3 par rapport à leur ATH, que du coup, ça reste décevant pour les altcoins. Bitcoin dominance, en gros, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la part de Bitcoin dans la total market cap. Donc là, on voit que si on additionne la market cap de toutes les cryptos, eh bien Bitcoin compte pour 60%. Ensuite, encore une fois, c'est des indicateurs qui se répètent, hein, avec ici et là, c'est la part de long-term holder sur le marché, du coup en millions. Moins il y a de long-term holder, plus on part du principe qu'ils vont vendre leur bague et que ça va créer une pression vendeuse et du coup, il n'y aura plus de potentiel sur Bitcoin. Et là, inversement, c'est la part des holders court terme. Et du coup, plus il y a de holders court terme, plus on arrive sur des tops de marché. Ça, c'est des mécaniques classiques. Bitcoin réserve risque, c'est un ratio entre le nombre d'holders court terme et le nombre d'holders long terme. Encore une fois, je suis désolé, on n'a pas le détail sur cet indicateur. Ensuite, là, ça va calculer le nombre de portefeuilles qui sont profitables. On va comparer les portefeuilles récents, donc qui ont entre une semaine et un mois. Alors quand je dis portefeuille récent, c'est ceux qui ont acquis du Bitcoin récemment et ceux qui ont du Bitcoin depuis 1 à 2 ans. Et on voit que
on compare du coup leurs pertes et leurs gains. En général, les portefeuilles anciens vont être, vu que Bitcoin fait que monter, vont être beaucoup plus profitables que les portefeuilles court terme. Et du coup, quand on va avoir un ratio où les portefeuilles long terme, ça va être une accumulation de portefeuilles court terme à force, vont être en positif à 70%, là, ce sera à nouveau un signal de top marché. Celui-là, on n'a aucun détail. On peut continuer. Celui-ci, c'est un petit peu pareil pour ces deux-là. Dans la même idée, on avait retrouvé un petit peu plus haut avec le MVRV ratio. Pareil, j'avance vite parce que je vois qu'on est déjà à 37 et j'ai encore plein de choses à vous présenter. Mais je trouvais ça hyper intéressant de vous montrer parce que cette liste a marché à 100% du temps. Ça ne veut pas dire qu'elle va continuer de marcher, mais quand on était à 100% sell, c'est là que le marché a commencé à marquer des signes d'essoufflement réels. Donc là, pareil, on est sur des index qui sont difficiles à maîtriser. Ensuite, on arrive, je reprends mes petites notes. Bitcoin Bull Run Index, c'est encore une fois une série d'indicateurs qui vont être mis sous forme d'indices de 0 à 100 et ça va être dans la même idée que le RSI. Quand on arrive autour des 90, on arrive en top marché. Donc dedans, on a du P-Cycle, on a eu plus haut, qui est ici. On a le MVRV, c'est pas facile à dire, qu'on a trouvé ici. On a le QL et on a le Rainbow Chart. Donc, c'est un petit peu un condensé de différents indicateurs qu'on a eu plus haut. Ça en rajoute d'autres. Mais voilà, donc attention un petit peu sur tous ces index-là qu'on a en fin, puisqu'ils vont être auto-réalisateurs dans le sens où si plus haut ça confirme, forcément sur les index ça va confirmer puisque c'est des regroupements de ces mêmes indicateurs. Ensuite, ici, ça va comparer, à nouveau on l'a déjà eu plus haut, mais c'est une comparaison différente, c'est le prix du Bitcoin divisé par sa moyenne mobile de 100 jours. Je continue. Là, pareil, c'est un indicateur sur lequel on n'a pas beaucoup de méthodologie. Le MicroStrategy Index, Average Bitcoin Cost, ça on l'a déjà vu dans les premiers webinaires. En fait, c'est le coût moyen en Bitcoin qu'a MicroStrategy, qui est la société qui a le plus de Bitcoin au monde. Et c'est aussi les plus gros holders en tant que holder propriétaire, puisque les ETF sont les plus gros holders, les exchanges sont les plus gros holders, mais les Bitcoin ne les appartient pas. Il appartient à des multitudes de propriétaires et de wallets. Bitcoin Trade Indicator, pareil, c'est une série d'indicateurs qu'on peut retrouver plus haut qui vont chercher le top. On continue. Ici, Bitcoin Terminal Price, ça va être une moyenne de moyenne mobile. On va comparer ensemble. Le Golden Ratio, vous savez, c'est le nombre d'or. On va faire des ensembles de moyennes mobiles qu'on va multiplier par le nombre d'or. Et le nombre d'or, vous savez, c'est un peu le nombre un peu complétiste parce qu'on peut le retrouver dans toutes les études mathématiques. Donc là, on entre un petit peu dans ces derniers, dans des indicateurs un petit peu plus farfelus. Là, c'est beaucoup plus, je trouve, sérieux. Là, ça a moins de pertinence parce que déjà, on a une redondance avec les indicateurs plus hauts. On a aussi beaucoup moins de détails. Je crois que celui-là, il ne nous raconte pas ce qu'il y a dedans. Et c'est beaucoup plus discrétionnaire en fait. C'est comme si moi je crée un indicateur et je vous dis voilà, c'est comme ça. Là, c'est beaucoup plus factuel. Si on regarde par exemple le nombre d'outflows, de jours d'outflows sur les ETF, là c'est factuel. Il y a personne qui détermine s'il y a un outflow ou pas. Il y a des outflows ou il y a des inflows. Et après, c'est à vous bien sûr de créer vos propres références. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur notre
Alors, on a une question, Benjamin. Où Oui, trouver ces indices? Bon, c'est une question pour moi aussi, pour les suivre sur IG. Ça, c'est des indices et des indicateurs d'ailleurs qui sont hyper spécifiques. Donc, oui. vous les trouverez pas sur la plateforme, hein. C'est vraiment des choses qui ont été construites. Après, toi, où est-ce que tu les consultes, Benjamin? Ici, sur le site de CoinGlass, que vous pouvez voir, très facile à récupérer. Et CoinGlass, c'est un site d'analyse. Et vous pouvez retrouver plein de choses. Il y a le Rect Index aussi qui est intéressant à regarder. En gros, c'est le nombre de personnes qui se sont fait stop loss dans la journée. En nombre d'ordre et en taille, en taille de position. CoinGlass, c'est très très bien. Et la plupart des indicateurs sont gratuits. Alors, maintenant, je vais vous partager, on va faire un petit peu une rétrospective sur les différents, les différentes zones d'achat qu'on avait identifiées sur Bitcoin. Alors, sur Bitcoin, bien sûr, celles-ci n'ont pas du tout été atteintes, donc elles ne sont pas du tout pertinentes. Là, on a on n'a pas vraiment touché, mais souvenez-vous, je vous avais dit, la meilleure façon d'accumuler du Bitcoin, c'est d'en acheter tous les jours, hein. Et ici, on arrive, je sais pas si on devrait arriver, je l'avais pas tracé, mais en gros, sur 125 000, on pourrait rajouter euh, une petite ligne. Je pense qu'on arriverait sur un top local. Pas sûr qu'on le touche, mais voilà. Un de mes points de vente, du coup, ça a été ici. Alors, j'ai pas vraiment vendu, mais j'ai limité mes achats. Je limite encore plus. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, j'achetais quand même bien moins fort. J'ai divisé par deux ma quantité d'achat. Et là, j'ai à nouveau divisé par deux ma quantité d'achat. Et à partir d'ici, je pense que j'achèterai plus. À voir un petit peu avec le marché. Mais je trouve qu'on est déjà très haut sur Bitcoin et je pense qu'on peut retomber un petit peu plus bas. Bien sûr, on ira beaucoup plus haut, mais là, je commence à limiter. Je pense que le potentiel actuel est très limite. Sur Ether, par contre, ça a très bien fonctionné puisqu'on a touché tous nos objectifs et on a touché aussi nos objectifs de vente à la perfection, ici, ici et ici. Donc là, vraiment, je vous assure, j'ai pas modifié pour regarder les précédents webinaires, c'est exactement les mêmes lignes qu'on avait tracées ensemble. Et sur Solana, il y a encore du potentiel. Donc là, je l'ai travaillé comme vous, hein, j'avais mes ordres d'achat qui n'ont pas été payés ici, mais j'ai eu celui-là qui n'était pas terrible. Et quand on était là, on avait déjà du mal à penser qu'on pouvait aller qu'on pouvait aller aussi bas. Donc on a été bien touché, hein, sur Solana, là, sur nos 5 cartouches. Et on commence à vendre à partir d'ici. Je ne vous cache pas qu'il y a des chances que si on aille dans cette zone, je vende. Moi, en tout cas, je me suis mis une alerte. J'ai pas mis les ordres de vente. J'ai simplement mis une alerte. Préviens-moi quand on dépasse les 120 000, pardon, 120 000, je suis à 3 Bitcoin, les 220 $, parce que je vais peut-être avoir besoin de ces sous pour acheter du Bitcoin, si jamais ça continue de s'envoler. Donc, en tout cas, sachez qu'à partir de là, je commencerai à vendre, même si je pense qu'on peut déjà commencer à vendre sur tout ce site. Je vais travailler un peu sur une sorte de mid-price plutôt que d'alléger sur tout ce marché, mais c'est principalement parce que j'ai besoin de sous pour mes autres allocations. Je trouve que sinon ce scénario il est encore viable, il est très très bien si on n'a pas besoin de cet argent pour le mettre ailleurs. Et du coup, on arrive à notre deuxième question, après je vais re-switcher sur le PowerPoint. Sur les trois scénarios que je vous ai présentés, lequel vous préférez, voire ça peut être aucun des deux, à jouer, même si c'est un petit peu difficile, puisque c'est des scénarios qu'on avait établis ensemble, donc là on est plutôt sur des scénarios de vente. Donc, on va partir du principe que on a beaucoup souffert dans les précédents webinaires en milieu d'année où on avait acheté et globalement on se faisait exploser. Là, ça repart à la hausse. Est-ce que du coup, vous êtes pour valider ces scénarios et on vend sur les prix qu'on a décidé ensemble? Alors, Ether, je vous rappelle, je ne l'ai pas joué, hein, je n'étais pas confiant. Sur Bitcoin, je l'ai joué 10 balles. Et sur Solana, je l'ai joué 10 balles aussi. Et vous voyez que c'est très difficile d'établir des scénarios et de s'y tenir jusqu'au bout. Parce que j'étais en train de vous dire, entre 220, 240, 225, je vais commencer à vendre. Donc voilà, à quel point vous êtes confiant sur ces scénarios. Si Maëva, tu peux mettre la deuxième question. Et comme ça, j'en profite pour re-switcher sur notre PowerPoint.
Voilà, vous avez le sondage qui s'affiche à l'écran immédiatement. Après nos 3 scénarios, quelle crypto vous semble avoir le plus de potentiel? Donc vous pouvez voter. Il vous suffit de cliquer directement sur votre écran. 4 possibilités, Bitcoin, Solana, Ethereum ou aucune des 3. Alors allez-y, hein, votez, votez. Je répète, c'est anonyme, il n'y a pas de fausse réponse. Surtout que c'est des pronostics, hein, on ne sait pas encore ce que ça donnera forcément. Alors pour le moment, on a quasiment 80% de votants, n'hésitez pas hein, pour les derniers, et on a une majorité d'Ethereum avec 46% de personnes qui pensent que le scénario sur l'Ethereum a le plus de potentiel. Ok, donc scénario sur Ethereum, on part du principe qu'on vend tout. Euh, Moi, je recommande pas. Ça peut aller plus haut, mais je trouverais ça trop difficile. De toute façon, c'est un scénario que j'ai pas joué, hein, et je vous l'avais dit. Euh, donc, je vous laisse mettre là-dessus. Sur Solana, je pense que je vais être petit bras pour renforcer sur Bitcoin. Du coup, si on peut passer aux nouvelles slides, parce que là, je vois qu'il nous reste maximum 14 minutes, il faut qu'on speed un petit peu. Je vous ai fait une sélection d'actions. Alors, elles sont pas toutes sur IG, mais plus de la moitié sont sur IG, qui peuvent péter. Et pourquoi je vous ai mis certaines actions qui sont pas sur IG? Parce que je me suis dit, si on peut réfléchir à copier en fait ces sociétés qui ont explosé grâce à Bitcoin, Ethereum, Solana en les rajoutant dans, dans leur livre, peut-être que qu'on peut trouver d'autres actions. Alors j'ai vraiment, j'en ai scanné des actions, mais un truc de fou, hein, plus de 20 000. Peut-être que si vous arrivez à en trouver d'autres, ça peut être intéressant de les acheter si elles copient leur scénario. Alors je vous en ai mis 3 différents. Avec d'abord un petit overview des plus grosses Bitcoin Treasury. MicroStrategy, on en parlait tout à l'heure. Derrière, on va avoir tout ça, ça va être des miners de Bitcoin. Ensuite, on a Tesla, on a Metaplanet. Ça, Metaplanet, c'est le coup que j'ai manqué avec vous. Parce que c'est dans les premières que j'ai identifiées après le webinaire qu'on a fait ensemble, et ils ont fait une annonce de fou, l'action a explosé. Donc ça, c'est un petit peu notre coup manqué. Ensuite, on continue sur des boîtes de mining. Coinbase, dont on a parlé la dernière fois. Block, ça c'est dommage. Ça, je pense que ça peut être une pépite aussi, mais elle est pas sur léger. Ou alors, elle est sur un autre nom. Hein. Essayez de voir avec votre account manager, mais moi, je l'ai pas trouvé. Que ce soit aussi bien avec ce nom-là qu'avec leur ticker. Ça, je pense, pas mal de potentiel sur Block. En plus, c'est été créé par l'un des co-founders de Twitter. Ils sont très très chauds sur Bitcoin. Ils veulent rajouter du Solana. Vraiment, petite pépite ici. GameStop qu'on avait vu la dernière fois. Semler Scientifique aussi. Ça, je pense que ça peut être une petite pépite. Et voilà les autres. Donc ça, c'est dans les plus grosses. Dans mes chouchous, Block et Semler Scientifique. Et là, je vais vous partager ma petite sélection. Metaplanet, on a raté, je suis dégoûté. Ils achètent du Bitcoin pleine balle. En plus, ça permet un peu de diversifier parce que c'est sur le marché asiatique. Voilà. Et ils continuent de lever pour acheter du Bitcoin. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est comme MicroStrategy. Ils achètent du Bitcoin, sauf que là, vous êtes exposé, on va dire, à la cyclicité du marché asiatique. Semler Scientifique. Ça, je pense qu'il y a un potentiel. Pourquoi? Et celle-là, je sais plus, elle est sur IG, je suis quasiment sûr. Si elle pense qu'elle est sur IG. Elle détient 4500 BTC. Ce qui du coup est énorme parce que ça correspond à sa market cap. Donc en fait, quand vous achetez du Semler Scientifique à ce prix-là, ça revient au même que si vous achetez du Bitcoin. Et je trouve qu'on sous-valorise le potentiel qu'ils ont d'un point de vue biotech. C'est-à-dire que s'ils font des découvertes, eh ben, l'action, elle va pouvoir se valoriser aussi là-dessus. Donc, Semler Scientifique, pour quelqu'un qui voudrait acheter du Bitcoin et qui voudrait, on va dire, un petit peu plus de risque en allant chercher une boîte, pour moi, elle est sous-valo. Donc, intéressant de mettre une partie de son portefeuille, bien sûr, dans son portefeuille global crypto. Imaginons sur ma poche de 100% Bitcoin, là on doit dire qu'on est exposé à 70% Bitcoin. Sur ces 70%, je compte ces 100%, ça pourrait être intéressant de mettre du 5 à 10% sur le Semler Scientifique. J'aime bien l'idée en fait, et surtout biotech plus Bitcoin, c'est deux accélérateurs, il y a 2 fois de la caféine, limite de la cocaïne, donc ça peut faire très très mal. Ensuite, il y a Figma, donc là je voulais vous partager
3 types complètement différents avant qu'on aille sur la plateforme DJ. Figma va faire son IPO, c'est 13 millions d'utilisateurs actifs, 95% des entreprises du Fortune 500 l'utilisent, ils ont des résultats de fou, une marge opérationnelle très solide pour un groupe qui est pas coté, et ils ont 70 millions de dollars de BTC sur leur bilan, et ils ont annoncé qu'ils allaient en prendre encore plus. Je pense que ça peut être un peu comme l'action de Circle, elle sort, et ça part sur la lune. Alors, toujours faire attention, hein, ne mettez pas d'effet de levier sur ce genre de projet et ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Mais ça peut être intéressant de jouer l'IPO de Figma. Surtout que c'est, voilà, rien que déjà, en fait, même si on oublie Bitcoin, je cache moi-même mon écran, je ne peux pas vous le cacher, on barre ça, déjà la boîte est très solide, très solide. Et si on rajoute ça et qu'il continue à en accumuler, ça peut rajouter une petite dose de piment dans quelque chose qui est très solide. Disons que là, on est sur du full piment, et ici, on est sur quelque chose de solide avec une petite touche un peu magique qui peut faire que Figma, vraiment de façon très bonne, envoler. On va pas passer au prochain sondage parce que j'ai d'autres boîtes à vous montrer. Alors, laissez-moi une seconde que je vous partage. Est-ce que j'y arrive? Oui. Voilà. J'avais d'autres sociétés à vous montrer qui sont sur IG et qui peuvent être intéressantes. Alors, Neptune Wellness Solution, ne cherchez pas le graphique qui tourne dans le vide, mais vous pouvez le retrouver sur TradingView et vous pouvez l'acheter sur IG au téléphone. Il y a des grosses rumeurs qu'ils achètent de la crypto. Vous voyez que globalement, c'est une poubelle. Donc, ça peut être rigolo. C'est un achat très spéculatif si vous avez envie d'avoir un petit ticket de loterie sur de la crypto via des actions. Rumble. Alors, déjà, le graphique est pas mal. Non, mais ouais. La société, vous voyez, elle remonte bien et il y a de grosses rumeurs qui mettent du Bitcoin dans leur livre. Encore une fois, je pense que c'est un coup qu'on peut jouer. C'est pas très long terme. Hein. C'est du style on achète, on pourrait s'amuser. Alors, on va faire les lignes comme ça pour la prochaine fois. On pourra dire ce qu'on a fait. Ça pourrait peut-être être intelligent d'en acheter par ici. C'est assez agressif pour revendre sur quelque chose comme ça. C'est pas extraordinaire. Bon, après, le truc, c'est que ça peut le faire en quelques jours. S'ils annoncent finalement ils achètent du Bitcoin ou du Solana ou de l'Ether, ça va nous faire des bougies comme ça, un peu comme on a vu sur GameStop. Et le jour de l'annonce, par contre, il faut se tirer parce que c'est sur des petites caps qui ont du mal à survivre. Hein. On voit que globalement, la courbe, elle est descendante. C'est décevant comme action. Donc, il ne faut pas se marier avec. C'est on fait un petit coup, on prend et ciao, bonsoir. Si on voit pareil que ça traîne trop, on profite. Imaginons qu'on avait acheté ici. Là, ça fait déjà quelques mois. Il n'y a toujours rien. On pourrait garder un petit peu, mais je ne risquerais pas de garder ce genre de stock après septembre. Il faut voir en fait ce que la Fed va donner, parce que si la Fed ça commence à déconner, en plus vous avez vu, hein, il y a des rumeurs d'accusations sur le fait que Jérôme Powell aurait de la corruption au sein du règlement de la Fed, qu'il aurait acheté des trucs luxueux et qu'il n'avait pas déclaré qu'il avait acheté des trucs luxueux. Enfin, voilà, il y a plein de, un petit peu une sorte de shitstorm hein, autour de la Fed qui pourrait faire très mal au marché. Upexi, pareil, on est sur une petite poubelle, mais qui fait de grosses fulgurances. Il y a des rumeurs qu'ils achètent de la crypto. Je pense que ça pourrait être intéressant, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de volatilité sur cette crypto, peut-être d'y aller en plusieurs étapes. Voilà, et si on veut une ligne agressive pour pouvoir entrer, allez, on se met ici. Voilà. Pardon. On rentre sur ces prix-là et dès qu'on atteint ici, on se casse en fait. Et là, c'est sur quelque chose, il faut être agile parce que si jamais la bougie, elle vient pas toucher notre TP, donc ici on fait déjà un x2, hein, c'est très beau.
eh bien, on sort la main du type. Voilà, on a une bougie comme ça là qui explose, ça atteint pas notre TP, on se retrouve fin de journée, on est déjà à 11, ciao, bonsoir. C'est vraiment des coups d'opportunité. Il faut pas chercher à comprendre beaucoup parce qu'on est sur une méta un petit peu débile. Hein. C'est pas très intelligent. Hein. C'est ils achètent du Bitcoin et c'est tout. C'est pas ils traitent du Bitcoin, ils réfléchissent à en acheter moins cher que eux. Non, ils lèvent de l'argent, ils achètent du Bitcoin, fin d'histoire. Et on avait aussi DeFi Development Group. Alors ça, c'est vraiment peut-être celle que j'aime le moins parce que elle est déjà très exposée à la crypto de par le type de société. Donc, c'est une société qui fait du développement pour la crypto. Donc, elle est déjà très exposée à un marché, comme je vous l'ai dit, des altcoins qui n'est pas bon. Et, et du coup, serait certainement la plus risquée de toutes. Ce serait un petit peu dans la même idée que The Blockchain Group. Blockchain Group était très avancé. Allez, mon petit chat qui vient vous faire coucou, c'est pour faire augmenter les vues sur YouTube. The Blockchain Group qui a fait 7200%, c'est totalement inespéré. Et là, le core business, il est mort de chez mort. Si vous regardez le graphique, c'est très 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 compliqué. Donc, il y a du potentiel encore qui s'annonce d'avoir de la Bitcoin Treasuries, mais voilà, on est quand même sur une société qui a tapé les 180 et qui aujourd'hui est à 23 quelques jours après. Donc gros gambling là-dessus. Jouez moins 20% de votre portefeuille. Là, on est vraiment sur un ticket de loterie. Et si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on se quitte du coup avec le dernier sondage. Parmi les 5 là que je vous ai présentés, laquelle vous semble la plus profitable? Voilà, vous avez le sondage qui s'affiche immédiatement à l'écran. Donc, laquelle de ces sociétés vous semble la plus prometteuse? Et vous avez 5 choix: Metaplanet, Simler Scientific, Rumble, Upexi ou DeFi Development. Donc, n'hésitez pas à voter. Alors, on avait une question également pour toi, Benjamin. Que pensez-vous de DeFi Development? Bah oui, mais en fait, tu t'en as parlé, hein, donc Oui, oui, je pense que j'ai voilà. répondu. C'est vraiment c'est le plus gros ticket de loterie. Pour moi, le plus safe, c'est Metaplanète. Alors peut-être qu'on a raté un peu le coche. Hein, j'aurais tellement aimé vous la proposer parce que ça aurait été vraiment un bon billet. Samuel Scientifique, on est sur quelque chose de tranquille. Rumble et Upexi, c'est intéressant. Il y a un coup à faire. Et DeFi Development, c'est vraiment, là, on est sur de la loterie de la loterie. Là où sur Rumble, on est sur un ticket de loterie qui est probable, hein, je ne serais pas étonné si sur DeFi Development, on arrive à refaire, parce que on parle d'un x10, hein, ce serait complètement dingue. Mais si on arrive à simplement prendre un x2, on est déjà très heureux. Hein. Parfait. Bah, écoute, on a 75% de votants et 42% qui sont plutôt motivés par la stratégie sur Upexi. Ah bah ça vient de baisser à 38 et 31% quand même sur Simler Scientific. Ouais, vraiment Semler scientifique, je vous invite, ça peut être intéressant d'aller chercher avec différentes IA, ChatGPT et compagnie, de leur dire, voilà, voici la société Semler scientifique, on l'aide un peu, on lui donne un petit peu des stats et tout. Il y a des rumeurs qu'ils achètent du Bitcoin, encore plus, ils en ont déjà à la hauteur de leur livre. Trouve-moi des sociétés qui sont dans le même cas et ça peut être intéressant pour le stock picking. Parfait. Eh bien, Parce que écoute, sinon, il y a merci trop d'actions, beaucoup. c'est trop compliqué. Bien sûr. Merci beaucoup, Benjamin, pour ces précisions. Est-ce que tu peux juste afficher la précision pour qu'on ait le QR code pour laisser un avis sur Oui, Trustpilot et puis également ton QR code pour te suivre? alors, ça arrive, c'est juste que c'est toujours un petit peu plus long. Donc vous allez voir, on va Alors, afficher à l'écran un QR code que vous pouvez scanner avec votre smartphone qui va vous permettre d'avoir accès au réseau de Benjamin. Donc ça, voilà, on vous laisse. Et normalement, vous avez une deuxième slide. Ah, t'as peut-être pas la dernière version que je t'ai envoyée, Benjamin. ah, si tu me l'as envoyé, je l'ai pas reçu. Je trouvais ça aussi Ah, étonnant que d'accord. tu m'en que je n'avais pas. Je me suis dit, bon, bah, ça va être très bien. D'accord. Navré pour ça. Bon, bah, c'est pas grave. Il y a une petite, je vais vous envoyer le lien.
un lien pour nous laisser un avis, soit sur Trustpilot, soit sur Google. Si vous avez aimé justement le webinaire que vous avez suivi ce soir, eh ben, n'hésitez pas à nous le dire. Ou si également vous voulez nous proposer des thèmes, eh ben, écoutez, c'est l'occasion. Donc, je vous ai envoyé le lien là dans la fenêtre chat, donc les deux petites bulles imbriquées, et comme ça vous aurez le lien. Merci encore une fois, Benjamin, et puis rendez-vous en septembre alors. Oui, en août, on n'aura pas, mais si vous voulez me retrouver, j'organise un très gros événement chaque Biarritz fin août, 25, 26, 27 août. N'hésitez pas, si vous avez envie de venir, ça va être très bien. On aura du Web 2, du Web 3, de l'IA, et on va parler beaucoup de trading. On aura même des compétitions de trading. On va bien s'amuser et apprendre dans un cadre typique de Biarritz. À bientôt, au revoir. À bientôt, salut.